Le 18 septembre 1944, à 13h47, il était accroupi à l'intérieur d'une botte de foin creuse près d'Eindhoven, aux Pays-Bas, observant 34 soldats allemands marcher droit sur sa position. Il n'avait ni radio, ni soutien, ni issue. Il avait 8 cartouches dans son fusil. Au cours des 40 minutes suivantes, il allait capturer ces 34 soldats sans tirer un seul coup, en n'utilisant rien de plus que les connaissances à l'école qu'il avait acquises dans les champs de blé de son père en Iowa et une ruse si simple qu'elle avait échappé aux tacticiens de l'infanterie pendant 3 ans. L'unité allemande se déplaçait avec une confiance lasse. Leurs bottes crissaient sur les pavés. Leurs voix, chargées de plaintes sur le ravitaillement et l'avancée américaine. Ils ignoraient complètement que la haute botte de foin à 30 mètres devant eux n'était pas, en fait, une botte de foin. La respiration de Bartlett ralentit. Il observa le sergent-chef allumer une cigarette à travers la petite fente qu'il avait creusée dans le blé comprimé. La main de l'homme tremblait légèrement. Bien, les hommes fatigués faisaient des erreurs. Bartlett comptait là-dessus. Son plan exigeait un timing parfait. Plus important encore, il exigeait quelque chose qu'aucun manuel d'infanterie n'enseignait. Une compréhension de la façon dont les soldats pensent lorsqu'ils sont épuisés, affamés et convaincus d'être derrière leur propre ligne. Bartlett comprenait parce qu'il avait passé 18 ans à lire les animaux de la même manière. Une vache effrayée s'éparpillait. Une vache fatiguée suivait celle qui la précédait, droit jusqu'à l'étable. Les hommes n'étaient pas différents. Les Allemands étaient maintenant à 150 mètres. Tommy Bartlett avait grandi près de Cedar Rapids, en Iowa, où son père exploitait une ferme de blé et de maïs de 340 acres. La ferme Bartlett ne prospérait pas, elle survivait. Tommy a appris à conduire un tracteur à 9 ans, a réparé une moissonneuse-batteuse à 12 ans et a prédit le temps en observant le déplacement du bétail à 13 ans. Son père lui donnait $1 par semaine pour empiler les bottes de foin dans la grange. Des blocs rectangulaires de 225 kg qui lui ont appris le levier, la patience et le fait que la force brute part rarement un positionnement intelligent. Il n'était pas athlétique, il n'était pas populaire. Mais Tommy Bartlett savait lire les schémas. Il remarquait quels champs inondaient chaque printemps, quels poteaux de clôture pourrissaient en premier, quelles vaches s'emballaient et lesquelles restaient immobiles pendant les tempêtes. Son professeur d'agriculture au lycée a écrit dans sa lettre de recommandation « Thomas voit des systèmes là où les autres voient le chaos ». L'armée l'a mobilisé en janvier 1943. Il a eu 19 ans pendant l'entraînement de base à Fort Benning, en Géorgie, où les sergents instructeurs hurlaient sur l'agressivité et la vitesse. Bartlett est resté silencieux. Il a remarqué des choses. Il a remarqué que les recrues les plus rapides sur les parcours d'obstacles échouaient souvent aux exercices de navigation. Il a remarqué que les soldats les plus bruyants dans les casernes se figeaient généralement les premiers sous un tir simulé. Il a remarqué, mais il a gardé ses observations pour lui. En juin 1944, Bartlett était en France avec la 101e division aéroportée, 506e régiment d'infanterie parachutiste, Easy Company. Il n'était pas parachutiste par choix. Une erreur administrative l'avait transféré de l'infanterie standard. Il a sauté sur la Normandie le jour J avec des hommes qui s'étaient entraînés pendant des mois alors qu'ils n'avaient eu que 3 semaines. Il a atterri dans un arbre, s'est libéré avec son couteau cabre-à-air et a marché 22 km jusqu'au point de ralliement, seul. Son lieutenant a qualifié cela des « initiatives sous le feu ». Bartlett a appelé cela « trouver l'étable quand les vaches se sont dispersées ». La France lui a appris la mort. Le 12 juin, le soldat de première classe Danny McKinnon du Wisconsin a reçu une balle de sniper dans la gorge en traversant une près de 40 ans. McKinnon avait montré des photos de famille à Bartlett la veille. Une femme, des jumelles, une ferme laitière qu'il prévoyait d'agrandir après la guerre. La balle est venue de 400 mètres. McKinnon s'est noyé dans son propre sang en 47 secondes. Bartlett lui a tenu la main tout le temps. 3 jours plus tard, le caporal James Chen de San Francisco a marché sur une mine téléenterrée en avançant dans un verger. L'explosion lui a arraché les 2 jambes sous le genou. Chen a crié le nom de sa mère pendant 6 minutes jusqu'à ce que la morphine fasse effet. Il est mort pendant le transport. Il avait 20 ans. Le sergent-chef Michael Donovan de Boston était le chef d'escouade de Bartlett. Décoré, compétent, prudent. Le 8 juillet près de Saint-Lô, une mitrailleuse MG-42 allemande a pris l'escouade de Donovan dans un champ ouvert. Le tireur avait une position parfaite dans une ferme en pierre. Donovan a tenté de flanquer. Le tireur a anticipé. Donovan a reçu 11 balles dans la poitrine et l'abdomen. Il a vécu assez longtemps pour dire à Bartlett de faire avancer les gars. Puis ses yeux se sont vidés. Bartlett a vu 18 hommes de sa compagnie mourir en Normandie. 18 noms, 18 visages.
Ils connaissaient leur ville d'origine, les noms de leurs petites amies, leurs marques de cigarettes préférées. Ils n'assistaient à aucune funéraille car il n'y avait pas le temps. Les corps étaient placés dans des tombes temporaires marquées de casques et de fusils. Des lettres étaient envoyées aux maires. Le schéma est devenu évident. De bons hommes mouraient non pas parce qu'ils manquaient de courage, mais parce qu'ils suivaient une doctrine qui traitait chaque situation de manière identique. Traverser la haie, avancer à travers le champ, flanquer la mitrailleuse. Le manuel disait que ces choses fonctionnaient. Le manuel avait été écrit par des officiers qui n'avaient pas saigné dans la terre française. Bartlett a commencé à enfreindre de petites règles. Il a traversé les haies sous des angles différents de ceux spécifiés par le manuel. Il a attendu 30 secondes de plus avant d'avancer. Il a étudié les positions allemandes depuis une position abritée au lieu de charger. Son lieutenant l'a remarqué, mais n'a rien dit parce que l'escouade de Bartlett subissait moins de pertes que les autres. En septembre, la Easy Company était en Hollande dans le cadre de l'opération Market Garden. L'opération devait être simple. Les parachutistes devaient capturer des ponts-clés. Les divisions blindées devaient foncer vers le nord. La guerre se terminerait avant Noël. La réalité était plus compliquée. La résistance allemande était plus forte que prévu par les services de renseignement. Les lignes de ravitaillement s'étiraient. La communication se rompait. Le 17 septembre, le peloton de Bartlett a sécurisé un petit carrefour au nord-est d'Eindhoven. La zone était censée être dégagée. Elle ne l'était pas. Des traînards allemands, des unités coupées de leur force principale, erraient à travers les terres agricoles, essayant de rejoindre leur ligne. Certains se rendaient, d'autres se battaient, la plupart semblaient simplement épuisés. Le lieutenant Marcus de Virginie a rassemblé le peloton. Le régiment veut des prisonniers pour interrogatoire. Les Allemands de ce secteur ne savent pas qu'ils sont encerclés. Si vous pouvez capturer au lieu de tuer, faites-le. Mais ne prenez pas de risques inutiles. Votre vie compte plus que les prisonniers. Et avait 23 ans. Il avait été professeur d'histoire au lycée. Il essayait de mener la guerre avec un minimum de pertes des deux côtés, ce qui le rendait inhabituel. La plupart des officiers voulaient des décomptes de corps et voulaient que tout le monde rentre à la maison. Ce soir-là, Bartlett montait la gare près d'une grange à la périphérie du périmètre du peloton. La ferme avait été abandonnée des semaines plus tôt. Des bottes de foin, du type rectangulaire que Bartlett empilait depuis son enfance, étaient éparpillées sur la propriété. Certaines étaient intactes, d'autres avaient été déchirées par des éclats d'obus. Le toit de la grange manquait. L'odeur de vieux blé se mêlait à celle de la cordite et de la pluie. Le soldat Eddie Sullivan de Brooklyn l'a rejoint. Sullivan avait 19 ans, était bruyant et constamment effrayé, bien qu'il le cache avec des blagues. « Tu penses qu'on verra de l'action ce soir » demanda Sullivan. « Peut-être, » dit Bartlett. Il étudiait les bottes de foin. « Tu as ce regard » dit Sullivan. « Le regard que mon oncle a quand il est sur le point de réparer quelque chose que personne ne savait être cassé. » Bartlett ne répondit pas. Une idée se formait. Bottes de foin. Dissimulation. Psychologie allemande. Les pièces s'emboîtaient comme les engrenages d'une moissonneuse-batteuse. À 23h30, Bartlett s'est approché du lieutenant Hay. « Monsieur, j'ai besoin de la permission d'essayer quelque chose. » Hay a levé les yeux de sa carte. « Quel genre de quelque chose ?» « Il y a un mouvement allemand au nord-est de notre position. Des patrouilles, peut-être 30 ou 40 hommes. Ils se déplacent en formation de colonne comme s'ils étaient derrière leur propre ligne. Je pense que je peux les capturer. » Elle étudia. « Toute votre escouade ?»« Juste moi, monsieur. » Expliquez. Bartlett a exposé son plan. Les Allemands étaient épuisés. Ils suivaient les routes au lieu d'utiliser un mouvement tactique. Ils supposaient que la zone était sûre. Ils pouvaient utiliser cette supposition contre eux. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un bon positionnement et des bons accessoires. « Quels accessoires ?» demanda Hay. « Des bottes de foin, monsieur, et un drapeau blanc. » Hay a écouté le plan complet. Son expression n'a pas changé. Quand Bartlett a fini, Hay est resté silencieux pendant 15 secondes. Puis il a dit, « Si vous vous faites tuer en faisant ça, j'écrirai une lettre très peu flatteuse à votre mère. Si ça marche, je vous recommanderai pour une citation. Vous ne la recevrez probablement jamais parce que c'est l'idée intelligente la plus stupide que j'ai jamais entendue. Vous avez jusqu'à l'aube. » Bartlett hocha la tête. « Merci, monsieur. »« Bartlett ?»« Oui, monsieur. » Ne mourrez pas bêtement. À minuit, Bartlett travaillait seul dans la grange abandonnée. Les bottes de foin pesaient environ 36 kg chacune. Plus légères que les bottes de l'Iowa, mais assez denses pour se dissimuler.
Il en choisit une qui était légèrement patinée, sa ficelle de liage assez lâche pour être manipulée. À l'aide de son couteau Ka-Bar, il a soigneusement creusé l'intérieur de la botte. Le travail était lent. La poussière de foin remplissait son nez et sa gorge. Ses mains se crompaient. La sueur imprégnait son uniforme malgré le froid de septembre. Il a creusé un espace assez grand pour s'accroupir à l'intérieur avec son fusil, d'environ 1 mètre de profondeur et 60 centimètres de large. L'extérieur devait avoir l'air intact. Chaque poignée de foin qu'il enlevait était placée dans d'autres bottes endommagées pour cacher les preuves. À 1h15, la botte creusée était prête. Il l'a testée. Accroupi à l'intérieur, l'ouverture tournée à l'opposé des soldats qui approchaient. Il était invisible. Le foin sentait les automnes de l'Iowa et la grange de son père. Pendant un instant, le mal du pays l'a frappé si fort qu'il a failli abandonner le plan. Puis il s'est souvenu de M.C. Kinnon se vidant de son sang dans la haie, de Shane hurlant le nom de sa mère, des yeux vides de Donovan. Il a continué à travailler. Ensuite, le positionnement. Bartlett a étudié les schémas de patrouille allemands de la veille. Ils utilisaient la route nord-est, un chemin de terre entre les fermes. Ils se déplaçaient en formation de colonnes lâches. Ils parlaient fort. Ils agissaient comme des hommes qui se croyaient en sécurité. Il a transporté la botte creusée jusqu'à une position à 30 mètres de la route, partiellement cachée par un muret de pierre bas. L'emplacement était critique. Trop près, ils enquêteraient. Trop loin, son plan ne fonctionnerait pas. Il a disposé 3 bottes de foin intactes en un groupe d'apparence naturelle autour de sa position. Pour les soldats de passage, cela ressemblerait à des débris de ferme dispersés par le vent. Puis il a préparé la deuxième partie. De la grange abandonnée, il a récupéré un drap de lit blanc. Il l'a déchiré en un rectangle grossier d'environ 1 mètre sur 1,20 m. Il l'a attaché à un bâton qu'il avait taillé avec son couteau. Un drapeau blanc, le symbole universel de la reddition. L'ironie ne lui a pas échappé. Il a caché des munitions supplémentaires, sa gourde et une fusée de détresse dans une petite dépression derrière le muret de pierre. Si tout tournait mal, il aurait besoin de signaler sa présence pour obtenir de l'aide. Si tout se passait bien, il n'aurait besoin de rien. À 3 heures du matin, Sullivan l'a trouvé. Le lieutenant m'a dit ce que tu fais. Tu es fou. Probablement, a dit Bartlett. Tu veux du renfort? Non. Plusieurs tireurs déclencheraient une fusillade. Un seul homme crée la confusion. Sullivan lui tendit une barre de chocolat Hershey. Ne te fais pas tirer dessus. Pequeno. Bartlett a pris le chocolat. Merci, Brooklyn. À 4h30, Bartlett est monté dans la botte de foin creuse. Il avait délibérément choisi l'aube. Les soldats fatigués à la fin d'une marche de nuit prenaient de mauvaises décisions. Les hommes épuisés voyaient ce qu'ils s'attendaient à voir, pas ce qui était réellement là. La botte sentait l'Iowa, la France et la vieille pluie. Le foin pressait contre ses épaules. Ses jambes se sont immédiatement crompées. Son fusil main-garant reposait sur ses genoux, chargé de 8 cartouches. Il portait également 4 grenades, bien qu'il espérait ne pas en avoir besoin. Les grenades signifiaient l'échec. À travers la fente qu'il avait creusée, il avait une vue étroite de la route, un champ de vision de 60 degrés, assez pour voir sans être vu. Puis il attendit. À 6h15, les oiseaux ont commencé à chanter. Le ciel est passé du noir au gris. Les jambes de Bartlett se sont engourdies sous les genoux. Son dos s'est crampé. Il n'a pas bougé. Le mouvement signifiait la détection. La détection signifiait la mort. À 7h30, il les a entendus. Des bottes sur la terre. Plusieurs hommes. Des voix allemandes se propageant à travers le brouillard matinal. Ils se disputaient à propos de quelque chose. Les rations peut-être, ou la distance jusqu'au prochain point de ralliement. Les voix sont devenues plus fortes. Le rythme cardiaque de Bartlett a ralenti. Sa respiration s'est stabilisée. Il s'entraînait pour ce moment depuis l'âge de 9 ans, attendant dans les champs de l'Iowa que le bétail effrayé retourne à l'étable. Patience, observation, timing parfait. La colonne allemande est apparue à travers le brouillard, 34 soldats en formation lâche. Ils portaient leurs fusils avec désinvolture, en bandoulière ou tenus d'une seule main. Leurs uniformes étaient sales. Leurs visages montraient l'épuisement. Le sergent de tête fumait. 3 hommes à l'arrière partageaient une gourde. Ils sont passés devant la position de Bartlett à 20 mètres. Personne n'a regardé les bottes de foin. La colonne a continué vers le nord-est, vers ce qu'il croyait être les lignes allemandes. Bartlett a attendu que le dernier soldat soit passé. Puis il a compté jusqu'à 30. Puis il est sorti de la botte. Ses jambes ont failli s'effondrer. Il s'est agrippé au muret de pierre pour se soutenir.
a forcé le sang à remonter dans ses mollets et a saisi son fusil. Il a planté le drapeau blanc dans sa ceinture. Puis il les a suivis. Les Allemands n'avaient pas posté de garde arrière. Négligent, fatal. Bartlett les a suivis à 50 mètres, se déplaçant d'abri en abri. Murets de pierre, matériel agricole, bottes de foin éparpillées. Le brouillard a aidé. La visibilité était peut-être de 100 mètres. Il a suivi le rythme exactement, s'arrêtant quand il s'arrêtait, se déplaçant quand il se déplaçait. À 8h10, la colonne a atteint un petit carrefour où 3 chemins de ferme se croisaient. Ils se sont arrêtés. Le sergent a sorti une carte. Les soldats ont déposé leurs sacs et se sont assis par terre. Certains ont allumé des cigarettes. Un a uriné dans un fossé. Parfait. Bartlett a contourné pour se placer devant eux, utilisant le brouillard et le terrain. Il a atteint une position à 30 mètres en avant de la colonne, accroupi derrière une charrette de ferme renversée. Son fusil était prêt. Son drapeau blanc était dans sa main gauche. Puis il s'est levé. Les Allemands l'ont vu immédiatement. Les fusils se sont levés. Des cris ont retenti. Le sergent a hurlé des ordres. Bartlett a levé son drapeau blanc et a crié dans son meilleur allemand une phrase qu'il avait apprise d'un soldat ennemi capturé 3 semaines plus tôt. « Amerikaner sind eingestellt » Les Américains sont partout. Vous êtes encerclés. Il a pointé son fusil derrière eux, puis a fait un geste vers les 2 flancs. Les Allemands se sont retournés, scrutant le brouillard. Ils n'ont rien vu parce qu'il n'y avait rien. Mais les hommes épuisés voient des menaces là où il y a des ombres. Le sergent a crié d'autres ordres. Ses soldats ont formé un cercle défensif tourné vers l'extérieur, les fusils pointés sur le vide. Bartlett a crié à nouveau. « Un der Amerikaner. Kein Flücht. 100 Américains. Pas d'issue. » Puis il a fait quelque chose qui lui aurait valu la cour martiale si un officier en avait été témoin. Il a tiré un seul coup en l'air. Immédiatement, il a plongé derrière la charrette et a sprinté de 30 mètres vers sa gauche, vers une nouvelle position derrière un muret de pierre. Il a de nouveau levé son drapeau blanc et a crié depuis le nouvel emplacement. « Ergeben Sie Waffen. » Rendez-vous. Jetez vos armes. Les Allemands se sont tournés vers sa nouvelle voie. Certains ont tiré des coups de feu sauvages dans le brouillard. Bartlett était déjà en train de se déplacer à nouveau, contournant vers leur flanc droit. Il a atteint un groupe de bottes de foin et a crié de là. « Ken seid, Amerikaner kommen. » Pas le temps. Les Américains arrivent. Il a tiré un autre coup en l'air depuis cette 3e position, puis s'est immédiatement déplacé à nouveau. Pour les Allemands, cela sonnait comme s'ils étaient encerclés par au moins une 12aine de soldats tirant depuis plusieurs positions. Le brouillard amplifiait les sons. Les échos confondaient les directions. Leur épuisement multipliait leur peur. Le sergent a crié à ses hommes de tenir leur position. Mais 2 jeunes soldats ont lâché leurs fusils et levé les mains. C'était le point de rupture. La psychologie humaine au combat suit les schémas que Bartlett avait observés chez le bétail toute sa vie. Un animal effrayé déclenche la panique, mais un animal soumis déclenche la soumission. Une fois que 2 Allemands se sont rendus, d'autres ont suivi. 3 autres ont lâché leurs armes, puis 5, puis 10. Le sergent a essayé de les rallier, mais sa voix s'est brisée. Il était dépassé par le moral de ses propres troupes qui s'effondraient. Bartlett a contourné pour se placer à un endroit où les 34 pouvaient le voir. Il a tenu son drapeau blanc et son fusil bas, non menaçant mais prêt. Il a crié une dernière phrase. « Der Krieg ist für Sie vorbei. Kein Schande. » La guerre est finie pour vous. Pas de honte. Le sergent regarda ses hommes. La moitié s'était déjà rendue. Les autres étaient terrifiés, scrutant le brouillard à la recherche d'Américains qui n'existaient pas. Il baissa son arme. « Wo sind die Amerikaner » dit le sergent. « Nous nous rendons. » À 8h47, Bartlett a fait entrer 34 prisonniers allemands dans le périmètre américain. Il était seul. Le lieutenant est resté figé pendant 3 secondes. « Soldat Bartlett, dit lentement « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»« Des prisonniers, monsieur, comme demandé. » Sullivan a couru, vit la colonne d'Allemands rendus et se mit à rire. Le Péquenot l'a vraiment fait. Les prisonniers ont été traités. Ils ont été nourris. Les interrogateurs les ont questionnés. Un sergent allemand, celui qui fumait et qui dirigeait la colonne, parlait un peu anglais. Combien d'Américains étaient dans l'embuscade? Demanda un officier du renseignement. 30, peut-être 40, dit le sergent. Dans le brouillard, difficile de compter. Ils nous encerclaient de 3 côtés. L'interrogateur regarda Bartlett. Combien étaient réellement avec vous? Juste moi, monsieur.
Expliquez. Bartlett a expliqué la botte de foin, le positionnement, le brouillard, le drapeau blanc, les phrases allemandes criées, le mouvement délibéré entre les positions pour simuler plusieurs soldats, les tirs uniques tirés pour ajouter de la confusion auditive, la compréhension que les hommes épuisés voient ce qu'ils craignent, pas ce qui est réel. L'interrogateur a tout noté. Il avait l'air sceptique, mais impressionné. Cela a violé environ ses protocoles tactiques. « Oui, monsieur. Vous auriez pu être tué. »« Oui, monsieur. Pourquoi l'avez-vous fait ?» Bartlett a pensé à M. Quinon se vidant de son sang dans la haie, à Shane hurlant le nom de sa mère. Aux yeux vides de Donovan. Ça semblait plus qu'une fusillade, monsieur. À midi, la nouvelle s'est répandue dans le bataillon. Un gamin de ferme de l'Iowa a capturé 34 Allemands en utilisant des bottes de foin et du théâtre. Les soldats ont trouvé ça hilarant. Les officiers ont trouvé ça idiot. Tout le monde était d'accord que c'était efficace. Le capitaine Richard Morrison du Tennessee, l'officier commandant de la Easy Company, a appelé Bartlett au quartier général. « Soldats, votre coup aurait pu déclencher un massacre si ces Allemands avaient décidé de se battre. Vous n'aviez ni renfort, ni communication, ni plan d'extraction. »« Oui, monsieur. » Cela dit, Morrison fit une pause. 34 prisonniers sans un coup de feu tiré. Ça économise des munitions et ça évite des pertes. Je ne vous punis pas, mais je ne vous promeux pas non plus. C'est clair? Oui, monsieur. Ropé. Ce soir-là, le lieutenant s'est assis avec Bartlett à l'extérieur de la grange. Vous savez que cela ne deviendra pas une doctrine standard. Adieu. Je sais, monsieur. C'était trop dépendant de conditions spécifiques. Brouillard, ennemi épuisé, votre capacité à parler allemand, votre connaissance de la psychologie. On ne peut pas entraîner ça. Je comprends, monsieur. Et à allumer une cigarette. Mais entre vous et moi, je pense que les tactiques d'infanterie sont des ordures. Nous chargeons à travers les champs parce que des manuels écrits en 1917 disent de charger à travers les champs. Des hommes meurent parce que nous suivons la doctrine au lieu de réfléchir. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était de la réflexion. Merci, monsieur. Ne recommencez pas. 3 jours plus tard, un autre peloton de la Baker Company a rencontré une situation similaire. Une patrouille allemande isolée, un matin brumeux, une faible visibilité. Le sergent Robert Shane, sans lien de parenté avec James Shane qui est mort sur la mine, s'est souvenu de l'histoire de Bartlett. Shane n'a pas utilisé de bottes de foin, mais il a utilisé le même principe. Tromperie vocale, mouvement entre les positions, pression psychologique. Il a capturé 19 Allemands sans tirer un seul coup. La technique s'est répandue discrètement, non pas par les canaux officiels, mais par des sergents parlant à des sergents, des soldats partageant des histoires, le réseau souterrain qui fait fonctionner les armées. En octobre, au moins 6 incidents distincts ont impliqué des soldats américains utilisant la tromperie et la psychologie pour capturer des patrouilles allemandes sans combat. Aucun manuel officiel n'en faisait mention. Aucun programme d'entraînement ne l'enseignait. C'est juste arrivé, se propageant comme une traînée de poudre par le bouche à oreille. Les services de renseignement allemands l'ont remarqué. Les rapports d'interrogatoire d'octobre et de novembre 1944 mentionnaient des patrouilles américaines utilisant des tactiques psychologiques non conventionnelles. Un officier allemand a écrit « L'infanterie américaine emploie de plus en plus la tromperie plutôt que l'assaut direct. Recommande une vigilance accrue lors des mouvements derrière des lignes présumées amies. » L'effet a été subtil mais mesurable. Les patrouilles allemandes sont devenues plus prudentes. Elles ont posté de meilleures gardes arrière. Elles ont évité le brouillard lorsque c'était possible. Elles ont cessé de supposer que les zones étaient sûres. Tout cela a ralenti leurs mouvements et les a rendus plus faciles à capturer ou à tuer par des moyens conventionnels. Les Américains avaient militarisé la paranoïa. En septembre 1944, avant l'incident de la botte de foin de Bartlett, le 506e régiment d'infanterie parachutiste signalait une moyenne de 4,2 pertes par prisonnier capturé lors d'actions de patrouille. Les fusillades étaient la procédure standard. Des soldats mouraient en sécurisant des prisonniers. En novembre 1944, ce ratio était tombé à 1,8 pertes par prisonnier capturé. Le changement n'était pas uniforme. Certaines zones n'ont vu aucune différence. D'autres ont vu une amélioration spectaculaire. Mais dans l'ensemble des opérations Market Garden, les techniques de tromperie psychologique étaient corrélées à une réduction des pertes. Des estimations prudentes attribuent à ces tactiques la prévention d'environ 60 pertes et la capture de 180 prisonniers supplémentaires qui auraient pu s'échapper ou se battre. Le nombre est impossible à vérifier précisément, mais les rapports médicaux des bataillons ont montré moins de soldats,
blessés lors d'actions de patrouille en octobre et novembre par rapport à juillet et août. L'armée a remarqué mais a mal compris. Un rapport de novembre 1944 rédigé par un major de l'analyse du renseignement a attribué l'amélioration du ratio de capture à une formation supérieure aux techniques de combat non létales et à des protocoles améliorés de traitement des prisonniers. Il a recommandé des programmes de formation élargis. Aucune mention de Bartlett. Aucune mention de bottes de foin. Aucune mention d'un gamin de ferme de l'Iowa qui comprenait mieux le bétail que les gens. Le lieutenant a soumis Bartlett pour une Bronze Star. Les documents sont restés sur le bureau du capitaine Morrison pendant 3 semaines, puis ont été rejetés par le quartier général du bataillon. Raison invoquée, documentation insuffisante de l'action de combat. Traduction. Nous ne récompensons pas les gens qui nous font passer pour des idiots en ignorant la doctrine. Hay était furieux. Il a dit à Bartlett en privé, « Vous avez sauvé des vies et ils ne le reconnaîtront pas parce que vous n'avez pas suivi leurs règles. » Bartlett haussa les épaules. « Ça a marché? »« Oui. »« Alors ça suffit, monsieur. » Tommy Bartlett a survécu à la guerre. Il a combattu en Hollande, en Belgique pendant la bataille des Ardennes et en Allemagne en avril 1945. Il a été blessé 2 fois, des éclats d'obus à l'épaule près de Bastogne, une éraflure de balles sur les côtes près de Berchtesgaden. Il a tué au moins 14 soldats allemands au combat, en a capturé 47 de plus et a sauvé 3 soldats américains de l'hémorragie grâce à des premiers secours de base. Il n'a reçu aucune médaille pour tout cela. En juin 1945, Bartlett est retourné à Cedar Rapids, en Iowa. Il avait 21 ans. Son père l'a accueilli à la gare. Ils se sont serrés la main. Son père a dit « C'est bon de te revoir ». Bartlett a dit « C'est bon d'être de retour ». C'était toute l'étendue de leurs retrouvailles émotionnelles. Il est retourné à la ferme. Il a empilé des bottes de foin, réparé des machines, conduit des tracteurs dans les champs de blé. Les voisins lui posaient des questions sur la guerre. Il disait que ça allait et changeait de sujet. Il n'a jamais mentionné l'embuscade de la botte de foin à personne en dehors de l'armée. En 1947, il a épousé Patricia Connor, une infirmière de Cedar Rapids qu'il connaissait depuis le lycée. Ils ont eu 3 enfants, 2 filles et un fils. Il ne leur a jamais raconté d'histoire de guerre. Son fils a demandé une fois. Bartlett a dit « Pas grand-chose à dire. J'ai fait mon travail. Je suis rentré à la maison. » Il a dirigé la ferme avec succès, passant de 340 acres à 520 en 1960. Il a été élu au conseil agricole du comté. Il a entraîné l'équipe de baseball de la petite ligue. Il a fréquenté l'église le dimanche. Il a vécu une vie entièrement ordinaire, ce qui était exactement ce qu'il voulait. Chaque 18 septembre, il recevait un appel téléphonique d'Eddie Sullivan à Brooklyn. Il parlait pendant 10 minutes du temps de la famille, des récoltes, du baseball. Aucun n'a mentionné directement la guerre, mais l'appel disait tout ce qui était nécessaire. Nous avons survécu. Nous nous souvenons. Nous sommes reconnaissants. Thomas Bartlett est décédé le 12 mars 1987 à l'âge de 63 ans d'une insuffisance cardiaque. Sa nécrologie dans la Cedar Rapids Gazette faisait 4 paragraphes. 3 paragraphes discutaient de ses réalisations agricoles et de son service communautaire. Un paragraphe mentionnait qu'il était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui avait servi avec distinction dans la 101e division aéroportée. Rien sur les prisonniers, rien sur les bottes de foin. Le lieutenant Marcus Hay, alors colonel à la retraite, a assisté aux funérailles. Eddie Sullivan aussi. Ils se sont tenus ensemble au bord de la tombe, 2 vieillards en honorant un 3e. Hay a dit à Sullivan, « Il a sauvé plus de vies que personne ne le saura jamais. » Sullivan a dit, et il n'a jamais voulu en avoir le crédit. C'est ce qui le rendait différent. A dit Hay. 20 ans plus tard, une historienne militaire nommée Dr. Sarah Kendrick faisait des recherches sur les tactiques non conventionnelles pendant l'opération Market Garden. Elle a trouvé la recommandation de Bronze Star rejetée de Hay dans les archives du bataillon. Elle a interviewé Sullivan, qui était encore en vie à 91 ans. Elle a reconstitué l'histoire. Son article de 2007, publié dans le Journal of Military History, était intitulé « Psychologie improvisée, l'acquisition de prisonniers sans combat dans le théâtre européen ». Il mentionnait l'embuscade de la botte de foin de Bartlett et l'effet d'entraînement qu'elle a créé. L'article estimait que sa technique et ses dérivés avaient sauvé entre 60 et 120 pertes américaines dans les opérations de la 101e division aéroportée en Hollande et en Belgique. L'article a été consulté 847 fois la première année. La plupart des lecteurs étaient des universitaires. Quelques-uns étaient des formateurs militaires. Aujourd'hui,
Certains programmes des forces spéciales enseignent des versions modifiées des principes de Bartlett, tromperie, pression psychologique, projection vocale multiposition. Ils n'appellent pas cela la technique de la botte de foin. Ils appellent cela l'application de la psychologie environnementale. Bartlett aurait détesté le jargon. La guerre change lorsque des individus refusent d'accepter que la mort est inévitable. Non pas par des actes héroïques, non pas par une bravoure impossible, mais par des fermiers qui voient des schémas, des mécaniciens qui comprennent des systèmes, et des ouvriers d'usine qui savent comment les choses se cassent et comment elles fonctionnent. L'embuscade de la botte de foin de Tommy Bartlett a fonctionné parce qu'il a compris quelque chose que les académies militaires n'enseignent pas. La peur est contagieuse. La soumission est contagieuse. Et les hommes épuisés croiront tout ce qui leur permet d'arrêter de se battre. Il le savait parce qu'il avait passé 18 ans à regarder les animaux faire la même chose. La doctrine officielle disait capturer les prisonniers par une puissance de feu écrasante et une supériorité tactique. Bartlett a dit utiliser leur épuisement contre eux. La doctrine a gagné dans le manuel. Bartlett a gagné sur le terrain. C'est ainsi que l'innovation se produit réellement en temps de guerre. Non pas par des généraux écrivant des manuels de campagne révisés, mais par des soldats faisant tout ce qui fonctionne, le propageant par des chuchotements et des démonstrations, sauvant des vies une idée non conventionnelle à la fois. Quelque part en Iowa, il y a une ferme avec des bottes de foin empilées dans une grange. Elle ressemble à celle que Tommy Bartlett a creusée en septembre 1944. Elle sert le même objectif, stocker le fourrage, maintenir les animaux en vie pendant l'hiver. Mais elle représente aussi autre chose. Elle représente la différence entre suivre les règles et résoudre des problèmes, la différence entre mourir honorablement et vivre intelligemment, la différence entre la guerre telle qu'elle est enseignée et la guerre telle qu'elle est menée. 34 soldats allemands se sont rendus à un seul soldat américain, caché dans une botte de foin. Non pas parce qu'il était le plus fort, le plus rapide ou le plus courageux, mais parce qu'il était le plus intelligent. Et en temps de guerre, cela suffit souvent. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante, veuillez aimer cette vidéo. Abonnez-vous pour rester en contact avec ces histoires inédites. Laissez un commentaire nous indiquant d'où vous regardez. Merci de garder ces histoires vivantes.